Des lumières scintillaient sur le toit tandis que je regardais mon père verser une poudre blanche dans ma coupe de champagne. Sa main était ferme, son sourire imperturbable. Personne ne le remarqua. Ni l'orchestre, ni les invités, pas même ma sœur qui se servait un verre à côté de moi. Je restais là, le verre se réchauffant dans ma paume, faisant comme si rien ne s'était brisé en moi. Il s'attendait à ce que j'avale ce silence en silence, comme tous les autres dans cette famille. Au lieu de cela, je levai la flûte, lui souris et fis un choix. Plus tard, on me demanderait quand tout avait vraiment commencé. Je crois que c'est au moment où je n'ai pas bu ce soir-là. J'ai grandi dans une maison où le silence pesait plus lourd que les éloges. Les murs étaient tapissés des certificats encadrés d'AVA, de trophées polis, de photos brillantes d'elle posant aux côtés des juges et des entraîneurs. Mes photos étaient là aussi, mais toujours plus bas, toujours plus petites, toujours légèrement de travers, comme si la maison elle-même comprenait la hiérarchie. À 12 ans, j'ai remporté le concours scientifique régional avec un projet que j'avais construit sur le sol de la cuisine pendant que tout le monde dormait. J'ai analysé des échantillons d'eau des ruisseaux voisins et cartographié les rejets chimiques sur un panneau d'affichage. Le matin où les résultats sont arrivés, je me souviens être entré dans la salle à manger, le ruban à la main, comme s'il avait une grande importance. Victor n'a pas levé les yeux de sa tablette. Elena a parcouru le journal du regard. Ava était déjà habillée pour son tournoi de débat. Ses cheveux étaient coiffés exactement comme notre mère les aimait. C'est normal, a murmuré Victor en tournant une page. Une Harris se doit d'exceller. Normal, pas reconnu. Elena a finalement jeté un coup d'œil au ruban, et non à moi. Tes cheveux ont l'air en désordre sur la photo, a-t-elle dit en lissant un pli de la nappe. La prochaine fois, tiens-toi plus droite. Les appareils photo captent tout. Ce soir-là, le trophée de débat d'Ava a pris place sur l'étagère du milieu. Mon ruban a fini par être accroché derrière une photo encadrée d'elle en tenue de tennis. Il est resté là pendant des années, à moitié caché, à prendre la poussière. Le schéma n'a jamais changé. Les fêtes étaient organisées autour des réussites d'Ava. Annonce de moyenne, célébration de stage, le jour où elle a reçu sa lettre d'admission dans une grande école de commerce. Chaque conversation à table se tournait naturellement vers elle, comme l'eau qui trouve son niveau. Mes réussites étaient perçues comme de simples mises à jour logistiques, des résultats qui ne méritaient aucun applaudissement car ils étaient tout à fait normaux. Quand j'ai postulé pour étudier les sciences de l'environnement, l'atmosphère a changé. Victor a dit que c'était du gâchis. Elena a affirmé qu'aucune personne sérieuse ne choisirait un domaine sans avenir. Ava rôdait dans l'embrasure de la porte pendant qu'il me faisait la leçon, le regard doux mais silencieux. J'ai vite compris que la compassion sans action est toujours perçue comme un abandon. L'été précédant mon entrée à l'université, j'ai fait un stage dans une association environnementale plutôt que dans l'entreprise familiale. Au petit déjeuner, Victor a lu le courriel que j'avais envoyé pour décliner leur offre de stage. Il a posé sa cuillère avec précaution, le métal effleurant à peine la porcelaine, comme si l'on tenait absolument à embarrasser cette famille. Il a dit « Tu paieras pour tes erreurs ». J'ai acquiescé, je suis monté et j'ai rempli une demande de prêt étudiant. Dans ma chambre, il y régnait encore une atmosphère presque reconnaissante, comme si l'on comprenait qu'enfin quelque chose avait été nommé. La veille de mon départ pour l'université, Elena a plié mes vêtements avec la même précision qu'elle réservait au voyage d'affaires d'Ava. Pas un mot sur l'avenir, pas une étreinte, pas même un regard insistant, juste une légère traction sur un fil qui dépassait de ma manche, sa bouche se pinçant dans une désapprobation silencieuse. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une précision chirurgicale, si constante qu'elle en paraissait presque polie. Avec le recul, je le vois clairement. Les sièges vides à mes événements, la façon dont les conversations me contournaient, le rappel constant que j'étais une ombre dans une maison construite pour mettre en lumière quelqu'un d'autre. Ce jour-là, j'ai compris ma place dans cette famille. Le couloir derrière la cuisine sur le toit était étroit et éclairé par une simple ampoule vacillante. Je n'y suis allée que parce que la file d'attente aux toilettes principales s'étendait bien au-delà du bar. L'air sentait le nettoyant aux agrumes et le métal surchauffé. J'étais à mi-chemin de la porte de service quand j'ai entendu les voix de mes parents, basses et pressantes. « Elle ne peut pas avoir accès à cette confiance », a chuchoté Elena. « Pas maintenant que tout est déjà instable. » « Elle s'active la semaine prochaine, » a répondu Victor. « Si elle est indépendante, elle pourra parler des déchets, des rapports, des échantillons. Tu sais ce que ça veut dire ?
Il y eut un silence, puis sa voix baissa. Si elle est hospitalisée ne serait-ce que brièvement, le transfert est bloqué. Et si quelque chose de pire se produit avant que les papiers ne soient réglés? Helena inspira brusquement. Victor, c'est une question de précision, dit-il. Un contretemps contrôlé. Rien de mortel, sauf si elle réagit mal. Il nous faut du temps. C'est tout. Mes doigts se figèrent sur la poignée des toilettes. Une brûlure sourde et constante me parcourut la poitrine, lente, presque méthodique, comme si mon corps tentait de m'empêcher de réagir trop vite. Il ne parlait pas d'une punition. Il parlait d'un plan de secours me concernant. Du fond, Ava était stabilisée, groggy, confuse, vivante. Je me tenais à son chevet, la regardant ouvrir ses paupières. Ce n'était pas censé. Pour être toi, dis-je doucement. Ses sourcils se froncèrent faiblement. Ce que je n'expliquais pas, c'est qu'elle luttait encore contre les derniers effets du composé. La vérité pouvait attendre que les choses s'éclaircissent. De retour dans la salle d'attente, la ville commençait à s'animer, la circulation bourdonnant bien en deçà du bruit des équipes du matin. Je pris mon sac sur mes genoux et me mis au travail que je repoussais depuis des années. J'ouvris mon ordinateur portable, saisis une liste de dates, recoupai chaque livraison suspecte, chaque mise à jour dissimulée, chaque note interne dont Margaret m'avait averti dans son journal, scanner les photocopies des analyses d'eau qu'elle avait conservées à la maison au bord du lac, archiver les photos que j'avais prises du site de drainage des installations de l'Ouest, rassembler des captures d'écran de mai, des menaces déguisées en conseils, elles-mêmes présentées comme des ordres, et organiser le tout dans des dossiers étiquetés, environnement de recherche, confiance, erreur de l'entreprise, directive familiale. Rien de dramatique, juste la vérité qui attendait sagement, rangée dans des piles. Je rédigeai un message à Claire, l'avocate que j'avais discrètement contactée des semaines plus tôt, lorsque le silence était devenu pesant avant la remise des diplômes. Il faut avancer maintenant. Je l'ai envoyé sans hésiter. Un à un, j'ai fermé les onglets liés à mon nom de famille, ouvert de nouveaux liés à mon avenir, programmé une rencontre avec les enquêteurs fédéraux, téléchargé des copies de tout sur un disque dur crypté, supprimé les anciens liens d'accès aux serveurs familiaux. J'ai travaillé jusqu'au lever du soleil, la salle d'attente vide à l'exception d'une équipe de nettoyage poussant des chariots dans le couloir. Lorsque je me suis enfin levée pour étirer mes épaules raides, le poids que je portais depuis des années me semblait plus léger, pas disparu, simplement libéré de mon emprise. J'ai jeté un coup d'œil vers le couloir où mes parents étaient assis, parlant à voix basse à leur avocat. Leur silhouette était petite de cette distance, contenue, gérable. Pour la première fois, ils n'étaient pas au centre de l'attention. Je suis sortie dans l'air frais du petit matin, le visage frais, et j'ai murmuré dans le silence. Cette fois, je ne réparais pas ce qu'ils ont cassé. À midi, l'hôpital était passé d'une urgence silencieuse à une enquête contrôlée. Des agents en uniforme gardaient le couloir devant la chambre d'Ava. 2 détectives parlaient à voix basse près de l'infirmière. À côté d'eux, l'agent Brox examinait les résultats toxicologiques imprimés avec une concentration implacable. Le docteur Shaw s'approcha de moi le premier. Son expression était impassible, mais je pouvais percevoir la tension dans la façon dont il tenait le graphique, le pouce appuyé contre le coin. « Les résultats sont arrivés, dit-il. Votre sœur a été exposée à un composé antilinurgique modifié, de qualité recherche, non disponible dans le commerce. » La pièce ne tourna pas. Elle ne pencha même pas. Le champ sonore s'est simplement rétréci jusqu'à ce que je n'entende plus que le léger bourdonnement des lumières au plafond. Nous avons vu des données préliminaires sur des composés similaires, dit l'agent Brox en s'approchant de lui, provenant de laboratoires liés à l'entreprise de votre famille. Victor et Helena, assis à quelques mètres de là, se raidirent. Le détective Hall tapota son stylo sur la tablette. Nous avons besoin de vos déclarations à tous. Ils interrogèrent Victor en premier. Je le vis redresser les épaules, retrouvant l'autorité qu'il avait toujours affichée. C'est absurde, commença-t-il. Ava a dû faire une réaction à la nourriture ou à l'alcool. Notre famille n'a aucun antécédent de ce genre. Le détective Hall retourna la tablette. La vidéo du toast se lança en silence. Victor choisissant le verre, la poudre se déposant, le pied du verre dans sa main, mon sourire lorsque je passais aux flûtes, Ava buvant. C'était la preuve la plus nette que j'ai jamais vue. Silencieuse, irréfutable, méthodique. Le visage de Victor se décomposa.
Sa bouche s'ouvrit, se ferma, puis s'ouvrit à nouveau. Un homme habitué à contrôler les récits se trouvait maintenant face à un récit qu'il ne pouvait pas plier. Elle but ce qui m'était destiné, dis-je. Sans accusation, sans émotion, juste un fait posé délicatement sur la table. Helena se leva de sa chaise comme tirée par des fils. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Nous protégions la famille. Tout s'effondrait, l'enquête, les rapports. Si ces documents ont été rendus publics, vous avez donc essayé de me freiner ? Demandai-je. Son silence fut une confirmation suffisante. L'agent Brox prit la parole ensuite, feuilletant une pile de registres d'accès au laboratoire. Monsieur Harris a quitté le complexe 3 jours avant la fête de remise des diplômes. Et nous avons localisé un box de stockage lié à des signatures falsifiées, des documents, des échantillons de recherche, des registres d'élimination, autant d'indices de tentative de se décharger de toute responsabilité. Victor lança à Helena un regard si perçant qu'il aurait pu briser du verre. « Tu aurais dû te taire. » Elle tressaillit. Le détective Hall ferma son carnet. « Vous serez tous deux placés en garde à vue en attendant la mise en examen. » 2 agents s'avancèrent. Des fermoirs métalliques se refermèrent. Ava, encore faible, observait depuis l'embrasure de la porte de sa chambre, appuyée contre le cadre, les yeux gonflés mais lucides. Quand nos parents furent conduits devant, elle ne bougea pas, ne dit rien. Elle fixait simplement ceux qui nous avaient élevés, comme si elle voyait des étrangers pour la première fois. Victor se tourna vers moi. « C'est toi qui as fait ça. »« Non, » dis-je doucement. « C'est toi. » Helena tendit la main vers Ava, les doigts tremblants. « Ma chérie, s'il te plaît. » Ava recula. Elle n'avait rien besoin de dire. La distance parlait d'elle-même. Tandis que les policiers les emmenaient, le couloir me parut soudain plus large, l'air moins oppressé. Pas de victoire, pas de triomphe, juste de l'espace, un espace pur et vide là où leurs ombres se dessinaient. L'agent Brox me tendit une carte. « Nous aurons besoin de votre coopération pour la suite. »« Vous l'aurez. » Il hocha la tête une fois. « La justice commence par la clarté. Vous nous l'avez donnée. » Une fois parti, je m'affaissai sur une chaise devant la chambre d'Ava. Le soleil du matin filtrait à travers les stores, projetant de fins rayons de lumière sur le sol, comme si le monde avait discrètement changé de forme sans que nous nous en apercevions. Ava s'assit à côté de moi un instant plus tard, sa main trouvant la mienne. Une stabilité qu'elle n'avait pas encore dans les jambes. « C'est fini, » murmura-t-elle. « Non, dis-je, mais ça commence. » La maison au bord du lac était plus silencieuse que dans mes souvenirs, plus silencieuse qu'aucun endroit ne devrait l'être. Les matins se déroulaient par couches pâles, d'abord la brume, puis le bleu pâle de l'aube, puis le lent dévoilement du rivage, comme si le monde préférait s'éveiller par petites touches. Je serrais une tasse chaude entre mes mains, m'asseyais sur les marches en bois et laissais l'air frais caresser ma peau. Après des mois de sirènes, de tribunaux et de néons d'hôpital, le silence me paraissait presque insupportable. Ava se déplaçait avec précaution dans la maison pendant ses premières semaines, encore en convalescence, cherchant à reprendre des forces que le complexe lui avait volées. Parfois, je l'entendais monter l'escalier à petits pas, le craquement du vieux parquet rythmé par sa respiration. Parfois, elle me rejoignait dehors, emmitouflée dans un de mes pulls, le regard perdu dans l'eau, sans un mot. Elle avait troqué ses chemisiers impeccables contre de simples chemises en coton. Ses cheveux, toujours parfaitement lisses sous la montre d'Helena, maintenant, flottaient au vent. Elle semblait se déshabiller sans même s'en rendre compte. Pendant ce temps, mes journées prirent un nouveau rythme. Je travaillais à distance avec un petit groupe de restauration environnementale, rédigeant des études d'impact, analysant les traces chimiques, élaborant des plans pour les sites de dépollution, un peu comme l'installation que ma famille avait autrefois exploitée. J'éprouvais une satisfaction discrète à utiliser les connaissances que j'avais acquises, des connaissances qu'ils voulaient étouffer, pour restaurer plutôt que dissimuler. De temps à autre, des nouvelles du gouvernement fédéral arrivaient. Avis de saisie de compte, rapport d'avancement sur la dépollution des sols, transcription d'anciens employés qui se sentaient enfin en sécurité pour parler. Je lisais chaque document lentement, sans enthousiasme, comme si je digérais une langue que j'avais entendue toute ma vie à travers des portes closes. La conclusion n'était pas bruyante. C'était la constance des procédures administratives. Un soir, j'empruntai l'étroit sentier derrière la maison. Les feuilles craquaient sous mes pas.
Le lac captait les derniers rayons rouges du jour. Je m'arrêtai au quai, respirant l'odeur de l'eau froide et des pins. Mon reflet à la surface paraissait plus calme que je m'attendais à être plus âgée, d'une certaine façon, mais plus légère. La fête sur le toit me semblait lointaine, comme un film que j'avais étudié plutôt que vécu. Le verre, la poudre, le choix. Je voyais encore chaque instant avec netteté, mais l'urgence s'était dissipée. À sa place, il y avait autre chose. Ni le pardon, ni la victoire, juste un apaisement. Plus tard, à l'intérieur, j'ai trouvé Ava à la table de la cuisine, en train de trier ses documents de droit. Elle leva les yeux et esquissa un sourire fatigué mais sincère. C'était la première fois depuis des mois que je voyais ses yeux sans la moindre peur. « Il y a encore beaucoup à faire, dit-elle. Je sais, mais c'est différent maintenant. » C'est vrai. Une brise passa par la fenêtre ouverte, soulevant le bord d'un de ses cahiers. Elle le maintint dans sa main, stabilisant la page. Longtemps, nous sommes restés assises là, à écouter le silence. Ce silence qui ne vous demande rien, qui ne vous cache rien, ce silence qui, enfin, nous semblait nôtre. Avant, je pensais que survivre signifiait se faire discrète, se taire, se fondre dans la masse pour préserver la paix. Maintenant, debout sur le quai avec le lac qui respire contre la rive, je comprends quelque chose de plus simple. La distance n'est pas un abandon. C'est une guérison. La vérité n'a pas besoin d'un public pour compter. Elle a juste besoin d'espace pour s'affirmer. Ma famille m'a appris combien le silence peut blesser. La vie m'a appris combien le silence peut guérir. Et quelque part entre ces deux extrêmes, j'ai trouvé une limite qui, enfin, tient bon. La vie qui m'attend n'est ni bruyante ni triomphante. Elle est mienne. Et cela, enfin,